Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief de la week 2 de College Football. Aujourd'hui, je suis avec Kevin. Salut Kevin. Salut, salut. Nous serons en duo pour réaliser le débrief de cette week 2 qui a été à mon sens meilleure que la week 1, qui nous a offert des upsets, des matchs importants et nous allons commencer dès maintenant avec le gros du morceau. La défaite d'Alabama face à Texas. Alors cette défaite d'Alabama, hein, pour l'inscrire dans un contexte un petit peu plus global, parce que voilà, il faut en parler après 15 ans de domination de la conférence. C'est la SEC qui n'est pas trop au beau fixe en ce début de saison, avec notamment 6 défaites pour 2 victoires face à des concurrents d'autres conférences du Power 5. Je rappelle que d'ailleurs aussi cette semaine, Vanderbilt a perdu face à Wake Forest, LSU avait perdu face à Florida State, Florida avait perdu face à Utah, South Carolina avait perdu face à North Carolina. Et là, c'est le Crimson Tide qui fait les frais d'une défaite, sa première de plus de 10 points à domicile depuis 2004, face à Texas, qui était alors classé 11e au classement de l'AP Poll. La première chose qu'on peut dire, Kevin, c'est que ça y est, Texas tient sa victoire, sa plus belle victoire de ces dernières années. Et ça, c'est pas anodin quand on sait à quel point on a tendance à hyper les Longhorns. C'est vrai, c'est vrai. Tous les ans, dès qu'ils gagnent le moindre truc, on entend Texas is back de partout. L'année dernière, on est beaucoup à y avoir cru jusqu'à la blessure de Hayworth, qui fait d'ailleurs un bon match ce week-end. Je suis content pour eux, je suis content pour eux. Pour le programme, oui, mais leurs supporters sont relativement chiants avec ça et en plus avec les Dallas Cowboys qui ont mis 40 pions aux Giants. Les supporters du Texas en général vont être relativement chiants dans les semaines à venir. Mais voilà, c'est cool pour eux. Et ce qui est assez drôle, c'est que je suis allé voir les standings de la SEC West. Faut savoir qu'en tête de conférence pour l'instant, vu qu'il n'y a pas eu de match de conf, c'est Arkansas, Auburn, Mississippi State et Ole Miss. Et tirent le fond du tableau Alabama et LSU et Texas A&M qui sont donc avec une défaite chacun. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir même sur le début de saison. Comment toi tu expliquerais, avant qu'on parle de Texas, j'allais dire, la défaite d'Alabama, si on peut regarder le match sous cet angle, hem, qu'est-ce qui a manqué à Alabama, pour vraiment inquiéter Texas? Parce que certes, à la fin du troisième quart-temps, le Crimson Tide menait 16-13, mais ils ont complètement coulé dans le quatrième. Quarterback Jalen Milroe a envoyé 2 interceptions, dont une, enfin les 2 qui ont amené à des points des Longhorns. Voilà, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe d'Alabama pour tenir le score, comme France-Nouvelle-Zélande en rugby, sur la seconde mi-temps pour aller gagner? Euh, je vais t'avouer, j'ai regardé le replay et il y a un truc qui m'a énormément choqué, c'est que j'avais pas l'impression de regarder Bama. C'est depuis pas mal d'années quand tu regardes Bama et c'est quelque chose qu'on leur reprochait d'ailleurs, c'est assez drôle, c'est qu'on va dire que niveau offensif, on disait ouais mais les QB de Bama c'est pas ouf parce que ça joue de la screen et après il a un mec qui fait 80 yards after catch, C'est ce que j'allais il dire, joue de ouais. la Mmh. voilà, il joue de la fade et le mec il a 15 yards d'avance sur tous les DB et ça met des TD de 80 yards tout seul. Ça joue une slant et le mec qui fait 70 yards tout seul. Et ben là en fait il n'y a pas ce potentiel. Et je sais pas si c'est le design des jeux offensifs qui fait ça, tu vois. Est-ce Je que pense que c'est les avant 2. ils avaient cette capacité à faire ça et maintenant ils n'arrivent pas à se mettre dans des situations pareilles où avec des QB qui pour moi étaient moyens à l'époque, enfin moyens. Il y a des mecs qui finissent Iceman ou Iceman finaliste, tu vois, donc on va pas non plus chier dans la soupe à ce point-là, mais dans le sens où pour moi c'était pas des top QB à mon sens, mais le système de Mama en faisait des top QB et des Iceman contenders année après année. Tu vois, on va parler d'un Tua, d'un Mac Jones ou ainsi de suite, tu vois. Euh, et en fait, cette big play ability et d'avoir un top player à chaque poste, et ben en fait, je l'ai pas retrouvé. Et je suis carrément allé rechercher tu sais quoi, sur les 10 dernières années à chaque skill position. Et en fait, j'ai l'impression qu'on retrouve pas ce niveau, tu vois. Genre running back, 2023, ça sort Jahmyr Gibbs, Robinson Jr. en 22, Najee en 21, Josh Jacobs et Damian Harris en 2019, Bo Scarborough,
Après, Derrick Henry et Kenyon Drake en 2016, tu vois, et tu peux aller jusqu'à Mark Ingram en 2011. En receveur, tu as Jamison Williams et Mechie en 2022, tu as Waddle Smith en 2021, tu as Ruggs et Judy en 2020, et ainsi de suite jusqu'à Rulio en 2011. Et en fait, ça, j'ai l'impression qu'on l'a pas. Et je suis même allé regarder, si je dis pas de bêtises, On l'a pas, on l'a techniquement, pas. techniquement, dans les pass catchers de Bama, il n'y a pas de receveur 5 étoiles. Voilà, on va faire simple. Même leur leading running back, c'est Jace McClellan, Mmh. n'est pas un 5 étoiles. Il Et en termine fait, d'ailleurs, avec, 45 yards pour 12 portées. Ça me donne juste l'occasion de dire que, voilà, le run stop de Texas a été particulièrement bon en hmm, limitant à 107 yards, le Crimson Tide. Alors on sait qu'Alabama, c'est quand même une 3,1 yards par course, c'est petit, hein. c'est petit, surtout pour une équipe comme Alabama qui court, qui a toujours beaucoup couru et puis Ouais, qui, cette année a un petit peu appuyé sur, voilà, sur cet aspect, de l'attaque parce que Jalen Milroe est un quarterback, qui est bien moins fiable à la passe. Il l'a encore montré ouais, sur cette rencontre avec hmm. 14 passes complétées sur 27, soit 51,9 de complétion. Heu, c'est pas beaucoup. Bah, c'est surtout qu'il a 15 courses dans le match, donc il a quand même plus de courses que de passes complétées. Ce qui est relativement problématique pour un QB. Les QB de Bama, voilà, j'ai cité les derniers, hein, les Bryce Young, Mac Jones, c'est des QB qui étaient mobiles, dans le sens où c'est des QB qui pouvaient étendre le jeu, qui pouvaient utiliser leurs jambes pour allonger un peu et oui, de temps en temps aller chercher du yard. Milrose, c'est un vrai dual threat, donc c'est un vrai QB double menace. Euh, et j'ai vu pas mal de memes sur Twitter comme quoi, voilà, quand t'es receveur à Bama contre Texas et que tu vois Jalen Milrose, ça sert à rien de faire ton tracé parce que tu sais qu'il va cavaler, tu vois. Et je sais pas, je sais pas si c'est encore une fois le play call qui est pas forcément adapté à lui ou si c'est lui qui a du mal. En tout cas, j'ai été relativement, enfin agréablement surpris par la défense de Texas, qui a fait un énorme taf. Ils ont saqué 4 fois 1000 € dans le match, je crois. Ils ont fait un énorme boulot. Et surtout, Texas, on leur a pas mal tapé dessus. Je vais dire, c'est quoi, ces 2 dernières saisons sur le fait qu'ils soient pas capables de faire un quatrième carton potable. Et ils ont perdu je ne sais combien de matchs depuis 2021, juste dans le quatrième carton. Et ben là, ils gagnent 21-8 dans le quatrième carton et gagnent le match de 10 points. Donc si jamais Texas est capable de garder la dynamique qu'ils ont depuis quelques saisons, on va dire que depuis Sarkisian est arrivé, et qu'ils sont capables de jouer des quatrièmes cartons, d'autant plus contre des équipes comme Bama dans des gros matchs comme ça, effectivement, on peut pouvoir considérer, on peut commencer à vraiment repouvoir considérer les Longhorns comme étant une équipe desquelles il faudra se méfier. Et carrément, hein, d'ailleurs, c'est, quelque chose que pensent beaucoup de votants de les people, hein. Les ballots ont été publiés. Hem, Plusieurs, voilà, journalistes les voient à la première place de les people, comme Elio, qui nous a demandé de vous le dire, dans cet épisode. Elio qui n'est pas là. Hem, Aussi, tu vois, Texas, c'était moins le cas les années précédentes. Alors certes, tu avais Bijan, mais tu sais, Bijan, c'était un petit peu l'arbre qui cachait la forêt. Texas a des lignes à 2 et hyper bon dans les tranchées, mais Texas a aussi des playmakers. Là, je pense aux receveurs, ils sont 3 à avoir dépassé les 75 yards. Le tight end là, le freak, Jatavion Sanders qui termine à 114 yards. Adonai Mitchell, le transfert de Georgia, si je dis pas de bêtises, qui a inscrit, 2 TD sur 2 fades, Kevin, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était sur 2 fades. Et Xavier Worthy, le receveur star, hein, en théorie du programme, qui a 75 yards et un TD. Derrière, tu as des gars comme Jordan Whittington, tu as le running back, true freshman Baxter qui est un 5 étoiles. Enfin bref, voilà, Texas a ses playmakers qui sont en fait tant utiles à une équipe de college football. Bon, tu vas me dire, à toutes les équipes de foot, mais en college football, on sait à quel point c'est important d'avoir des gars comme ça, hein. Toutes les dernières équipes, championnes en ont eu plusieurs et je trouve que Texas, voilà, s'inscrit dans ce schéma et c'est quelque chose qui est, voilà, qui est louable et qui nous fait penser, ben, aller à un potentiel d'équipe playoffable. Je pense quand tu Ouais, bats Bama je suis d'accord. à Bama, Texas a le droit d'être considéré comme un contender aux playoffs. D'ailleurs, ils le sont indiscutablement ils sont combien les people là? Ils sont rentrés dans le top 4 quand Bama est J'ai pas passé les à la billes, mais 10e. si je dis pas de bêtises, étant donné que c'est l'une des 4 équipes qui a reçu des first place votes,
Je crois qu'ils sont dans le top 4 et je crois qu'ils sont quatrième. Je vais checker, mais je crois Je que c'est viens de ça. vérifier, ils sont dans le top 4 quand Bama descend à la 10e place. Je me demande d'ailleurs Ouais. quand est-ce que Bama est descendu aussi bas. Peut-être la saison 2019, là où ils affrontent Michigan en bowl. Je terminais avec une dernière performance, c'est celle de Quinn Ewers, Kevin, 349 yards et Ouais. 3 touchdowns. Mm, mm. Voilà, ça y est, il Euh, nous a signé son match. ouais. Et Queen Ewers, excuse-moi, c'était 24 sur 38, 349 yards, 3 TD, 0 interception. Je pense que c'était la ligne de stats que tu allais donner. Je vais être très honnête avec toi, j'ai l'impression enfin, il m'est beaucoup plus sympathique depuis qu'il a coupé son mulet et qu'il a moins de tête de con. Mhm. Exact. En fait, après, j'ai rien contre les gens qui ont des mulets, hein, on va quand même pas tout de suite commencer à critiquer ce genre de choses. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il a passé un cap cette année, le fait qu'il soit moins dans le paraître et qu'il soit un peu plus normal, même si chacun a ses particularités. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il a step Bien up, sûr. que ce soit dans l'attitude ou dans le jeu. Et j'ai vraiment bien aimé son match. Et chose à noter aussi, on a parlé des playmakers et je t'ai cité tous les skill players tout à l'heure et t'as parlé des lignes. Et ben, j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus ce niveau à Bama au niveau des lignes. Tu vois, la D-line, elle m'a pas impressionné de ouf. Je suis même pas, je crois pas qu'il sac Queen Ewers sur le match. Non, ils n'ont pas saqué. La O-line, il y a certains jeux, j'ai beau taper sur Jalen Milrow parce qu'il cavale, bah, il y a des jeux, il a pas forcément le choix. Parce que sa O-line se fait détruire par la D-line de Texas et sans vraiment ramener beaucoup de blitz à chaque fois. Donc voilà, ça fait, allez quoi, 2 ans qu'on en parle de Bama depuis leur dernier titre, si je dis pas depuis l'émergence de Georgia en fait, que Bama est peut-être sur un step down. Je trouve que le manque de talent intrinsèque, on va dire purement en recrutement, hein, si on regarde d'un pur point recrutement, la classe de Bama doit pas être si dégueulasse que ça, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque Mais je ce, crois que ce- ça reste le roster le plus talentueux du pays. Ouais, et ben je t'avoue que sur ce match, c'est pas flagrant. On n'a Voilà. pas vu, ouais, c'est vrai, ouais. Visuellement, c'était clairement pas le Mmh. roster le plus talentueux du pays. Bref, c'est la première défaite face à un adversaire, d'une autre conférence depuis 2007 pour Alabama. Tu te rappelles, de la dernière défaite, Kevin, c'était face à l'université de Louisiane à Monroe en 2007, hein, En à 2007, ouais, il y a domicile. longtemps. Ça fait partie des grands upsets de cette saison mythique, 2007 et c'est la défaite, qui arrivait le plus tôt dans une saison de Bama depuis 2003. Donc voilà, quand même à plein d'égards, ce match est, «historique» entre guillemets quand on connaît la dynastie, des 15 dernières années d'Alabama et on va passer à la seconde défaite de sec, c'est celle de Texas A&M. Texas A&M qui a perdu face à Miami, au Miami de Mario Cristobal, sur le score de 48-33. Là aussi, il y a des choses à dire. Je ne sais pas par quoi on peut commencer. Je ne sais pas si toi tu as regardé le match, Kevin, ou si tu as des choses à dire? Alors Hem, j'ai beaucoup vadrouillé sur mon week-end footballistique et ça fait partie des matchs que j'avais pas envie de regarder. Je crois que vous en avez parlé pendant le 1-2-6 et et en l'entendant, j'étais un peu de cet avis. Je crois que c'est Ryan qui a dit on est tellement déçu par ces équipes ces dernières années que bon en fait on le regarde pas. Si jamais en voyant le score ça donne quelque chose de potable, bah, peut-être qu'on ira regarder. c'est exactement ce qui s'est Mais, passé. mais voilà. Mais je t'avoue que en live, je sais plus à quelle heure était le match, hein, mais sur le coup, c'est vraiment pas le match que j'avais envie de mettre. Bah, tu Après, vois, moi, effectivement, le, à le score nous a fait 21:30 mentir. à 21:30, j'ai préféré regarder Iowa State. C'est te dire à Ouais, quel c'est point, c'est- c'est- c'est pour dire. C'est pour dire à quel point plus mmh. personne ne veut regarder ces équipes quand même. Mais on s'est trompé parce que le match a Ouais. été vraiment super. Franchement, moi, je suis arrivé en seconde mi-temps, j'ai vraiment pris mon pied. Il y a eu un touchdown sur retour, de punt de, je crois, de 98 yards. Hem, il y a Tyler Van Dyke qui a été excellent et qui est le premier quarterback de l'histoire de Miami à inscrire 5 touchdowns contre une équipe classée, hein, Texas A&M était 23e à l'AP poll, à la sortie de la week 1, à 21 sur 30 à la passe et 5 touchdowns. Il avait, et ça c'est une chose qui change par rapport à l'an dernier, un duo de receveurs, vraiment talentueux et profond avec, Xavier Restrepo, Kobe Young et Jacoby George qui ont, en cumulé, 300 yards à la réception. Tu rajoutes à ça une O-line qui enfin est à la hauteur, de son talent. Ça fait vraiment des belles choses
Et aussi, il y a Cam Kinchons. Bon, vous avez vu, il s'est blessé à la fin, à la nuque, ça a arrêté le match pendant une vingtaine de minutes, ça fait peur à beaucoup de monde, mais il va bien. Qui, jusqu'à cette blessure, était à 7 plaquages et une interception. Cette victoire de Miami permet de passer à la 22e place de l'AP Poll quand Texas A&M naturellement en sort. C'est la première grosse victoire de Mario Cristobal à Miami, on est d'accord? Ouais, ouais, c'était un peu ce qui lui manquait. Il avait le recrutement qui avait l'air de bien se passer. On sait que Cristobal est un énorme recruteur, surtout dans son état, je sais pas si c'est l'état natal, mais je crois qu'il était de Miami, donc ça C'est augmente en son plus alma la, mater. Mmh. voilà, son alma mater. Il a sa famille aussi qui est de Miami, donc c'est plus simple pour lui. Mais oui, oui, c'était la victoire dont il avait besoin pour lancer le programme. C'est cool pour lui que ça arrive dès la week 2 contre une équipe de sec, contre une équipe classée. Ça fait toujours du bien au moral pour avant d'entamer le calendrier ici. Et je dois avouer que, voilà, si Miami, arrive à reproduire, on va dire, des performances comme celle-ci, et Miami sera clairement un contender pour, la finale de l'ACC. Surtout que Clemson est un petit peu moins bien et que les Hurricanes accueilleront Clemson, à Coral Gables le 21 octobre. Et le 11 novembre, Kevin, il y aura un match face à Florida State j'allais dire à Tuscaloosa, non, à Tallahassee. Tallahassee, ouais. Voilà, si les 2 équipes peuvent arriver, invaincus pour cette rivalité, ça va être énorme, ça va être énorme. En tout cas, Ouais, voilà, hâte, ils ont quand même déplacement, ils enchaînent quand même Georgia non, Tech qui est pas si mal que ça cette année, il va falloir se méfier, mais ils enchaînent Georgia Tech, déplacement à North Carolina, ouais, réception de Clemson, réception de Virginia, et déplacement et NC après, State. Mmh. et c'est ça, déplacement à NC State avant de jouer Florida State. Donc ils ont un calendrier ici, on le dit à chaque fois, qui est un peu plus facile entre guillemets, mais quand Mais même la pas mal SEC va d'équipes mieux cette cassent. année. Oui, voilà, je trouve que ça va mieux avec Clemson. Je suis pas sûr que du coup que DJ était vraiment le problème parce qu'on a vu que Klubnik était pas au top non plus. Et donc, comme tu l'as dit, je pense que Clemson est peut-être encore un cran en dessous. Mais ouais, ça peut donner une fin de saison hyper intéressante. Il y a des beaux matchs de partout et comme la part des conférences, hein, tout le monde s'entrejoue et c'est là où ça devient excitant. Mais ouais, c'est quoi? C'est le 11 novembre, donc dans pile 2 mois. Ouais, c'est un match qu'il va falloir croiser parce que ça risque de jouer le destin de la SEC sur la saison 2023, je pense. Ouais, et on va terminer sur ce match en continuant d'enfoncer les Aggies. 9 défaites sur les 12 derniers matchs face à des équipes du Power 5. Une victoire seulement sur les s oui, pardon, une victoire seulement sur les 8 derniers matchs face à des équipes du Power 5 et 7 défaites d'affilée en déplacement. Voilà, si, Jimbo gagnait pas autant d'argent, il serait viré dans, 99 des programmes de college football. Mais on va pas vous refaire, le même discours, hein, c'est la même musique depuis 2 ans. Vous devez en avoir marre de nous entendre parler de son contrat. On a fini, de parler que je me retrouve dans mon plan de la SEC. On va passer dans une conférence qui nous est chère, toi en tant que membre et moi en tant Ouais, ouais. qu'aficionados, de la Pac-12. C'est la Pac-12, voilà, je me spoil, qui elle, est sur, une dynamique exceptionnelle. Jusqu'à la défaite hier soir, d'Arizona à Mississippi State, la Pac-12 était à 18 victoires et 0 défaites, soit le meilleur départ, toutes conférences confondues depuis 1978. 1978, c'est la date à laquelle, il y a eu le split entre, la FBS le FBS et la FCS, voilà, pour si vous ne le saviez pas. 18-0. La Pac-12, grâce à cette Week 1, place 8 équipes dans le top 25. C'est un record de la conférence, donc 8 équipes. Bon, toi, je sais ce que tu en penses parce que l'an prochain n'existera plus. Et là, aujourd'hui, le 11 septembre, à l'heure à laquelle on fait Ouais. ce podcast, bah, Bah, ils sont à leur top, quoi. ouais, c'est la conversation qui ressort beaucoup en ce moment avec les gens se demandent bah, comment une conférence qui est capable de mettre huit équipes dans le top 25 peut disparaître comme ça. Et voilà, on a assez discuté des raisons, du pourquoi, du comment. Et après, il faut se dire qu'il y a autre chose que le football aussi. Outre outre tout ce qui est droit télé, trucs comme ça, il faut se dire que Stanford, par exemple, contrairement à des Oregon State ou à Washington State, a réussi à retrouver une autre conf pour d'autres raisons que le football.
Dites-vous bien que voilà, il y a Stanford, c'est comme une powerhouse du sport universitaire américain. Stanford, ça gagne Ouais. voilà, ça gagne des titres de partout. Oregon State, c'est bon en baseball. Ça a gagné les World Series il y a pas si longtemps que ça. Mais le reste, c'est pas ouf. Washington State, pareil. Niveau académique, je suis pas sûr que ce soit très très haut. Niveau sportif, c'est pas ouf non plus dans la part des sports. Donc voilà, c'est pas aussi attractif. Mais Mais ils ont le football. ce qui est drôle pour On sait que c'est Stanford, le football qui montre le visage d'une fac, mais malheureusement, il n'y a pas que ça. ouais, mais ce qui est drôle, c'est que tu vois, Stanford, si le réalignement avait eu lieu en, en 2016 ou en 2017, ça serait certainement le premier programme que la Big Ten serait allée chercher, tu vois. Comme quoi, en fait, tout peut changer très vite et Stanford, bon, heureusement, va retrouver une conférence, l'ACC, mais le passé était glorieux quand même hein, pour ces Cardinals. La Pac-12 est à 6 victoires et 3 défaites en match interconf. Parmi ces 6 victoires, Oregon, ton équipe qui s'est imposée face à Texas Tech dans un match qui était pour moi allez, le meilleur de la week 2 de college football. Je trouve qu'il y a eu de tout, des interceptions, je ne sais pas s'il y a eu des fumbles, mais bref, ça a été serré jusqu'à la fin. On a cru que Texas Tech allait faire le drive de la victoire à la fin, le walk-off drive jusqu'à ce que l'un de vos joueurs, dont j'ai oublié le nom, fasse un pick six et enterre leurs espoirs. Et c'était un scénario qui était, d'ailleurs pour ceux moi j'en ai parlé avec Robin aussi un peu. Si jamais vous avez pas regardé Oregon et contre Texas Tech, mais que vous avez vu le Oregon contre Washington State de l'année dernière, en fait vous embêtez pas à regarder le match de cette année parce que c'est le scénario plus ou moins copie conforme du Oregon Wazoo de l'année dernière. Un match hyper serré, Oregon qui galère, qui est mené et qui met un pick six totalement salvateur à la fin. Cette fois-ci, c'est Jeffrey Bassa qui met l'interception. On y reviendra un peu à la fin parce que c'était une action un peu particulière. Mais voilà, grosse pression de Dorlus au milieu et belle interception de Bassa. Euh, C'était un beau match. C'était un beau match, grosse ambiance face à l'équipe de Texas Tech qui avait perdu contre Wyoming en week one, qui était un peu en mode bête blessée, qui commençait sa saison à domicile, donc c'était pas non plus hyper facile. Mais voilà, c'est une bonne victoire à prendre, victoire à l'extérieur. Faut aussi le savoir gagner ce genre de match. J'ai noté quelque chose, deux trois petits trucs quand même sur ce match. Euh, Premièrement, je vais commencer par les fautes et je l'ai marqué en majuscule, souligné, gras, tout ce que vous voulez. Mais 14 flags pour 124 yards, c'est pas possible. 3 DPI, 4 false start, dont 3 pour le left tackle Josh Connerly Jr. Tu me permets un Deux, truc? ouais, Parce qu'on a oublié d'en parler pour Alabama. Alabama aussi a été très pénalisé, hein. Ils ont 10 pénalités pour 100 yards. Voilà, je voulais juste en parler parce qu'on a oublié. Tu peux continuer, excuse-moi. bah c'est simple hein, à ce niveau-là. Quand tu dépasses, je pense les 7, 8 pénalités, ça devient compliqué. Donc Oregon a eu la chance de jouer Texas Tech et pas Texas, j'ai envie de te dire. Parce que voilà, quand tu arrives sur des matchs avec quand Oregon va jouer des Washington, des USC, se prendre 14 flags dans un match, c'est rédhibitoire. Euh, Dorlus qui prend encore une faute personnelle à son grand âge, ça m'a énervé de ouf. Et c'est définitivement la définition de se tirer une balle dans le pied. Voilà. Mais je trouve que c'est des trucs qui peuvent être corrigés, notamment les faux départs. Et les DPI qui sont des... Il y en a une qui a pas mal tourné, c'est la faute du transfert d'Alabama, la numéro 5, la première DPI. En fait, ils paniquent, tout simplement, ils tournent pas la tête, ils paniquent, ils déboîtent le receveur, mais genre 2 secondes avant. Donc voilà. Et chose à noter, parce que je parle de faute et vous attendez à ce que je tape sur l'arbitrage comme d'habitude. Eh ben non, parce que voilà, selon moi, l'arbitrage était relativement potable pendant tout le match dans l'ensemble. Et en plus, c'était un crew de Pac-12 qui s'est déplacé à Lubbock. Donc voilà, pour une fois, j'ai vraiment l'habitude de leur chier dessus à eux aussi, mais C'était pas l'arbitre de Pays de Galles Fidji pour ceux qui regardaient la Coupe du Monde dimanche soir. ouais, il y avait souvent. Mais par contre, du coup, Saints Titan hier, je sais pas si les arbitres de Pac-12 vont pas faire un petit détour par le Superdome. Autre chose, un petit mot sur Bonix parce que il va falloir le faire. On n'a pas trop parlé d'Oregon et de Bonix après la première journée parce que bon, Portland State, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais je trouve qu'il y a une vraie amélioration visible sur le terrain pour Bonix, notamment dans la prise de décision. Et ça, c'est quelque chose qui lui avait été énormément reproché à Auburn. C'est quelque chose qu'il a corrigé lors de sa première année à Oregon.
Et j'avais prévenu un peu avant que j'allais avoir la pire take de l'année 2023 et qu'il fallait être prêt à se mouiller la nuque avant ce que j'allais dire. Oula, ça fait Et ben 2 jours que je ça, l'attends. ah ouais, et ça concerne Bonix. Et toi, je te connais, il va falloir que je pose les limites de ce que je vais dire pour pas que tu Ah, me tombes dessus. pour D'accord? l'instant, moi Il- j'aime bien Bonix, hein, donc il est Voilà. possible que je sois d'accord. Et il y a un peu une, comment dire, il y a une petite référence NFL. C'est pas que du college football. Et en fait, juste en regardant le match, et ce qui est assez drôle, c'est le moment auquel je me pose la question, c'est que moi qui suis fan des Saints, et donc il y a eu Jameis Winston en QB pendant 2 ans, et on a vu à quel point Jameis Winston, même arrivé en NFL, était pas capable d'avoir des brain farts en fait. Il était pas capable d'enlever ses sautes de concentration et de sortir des vraies dingueries à 27, 28 ans, 30 ans en NFL et de se prendre notamment des saisons à 30 interceptions. Et vraiment, en regardant le match, je me dis, putain, Bonix, en fait, c'est devenu le joueur que Jameis Winston aurait aimé être. Et quand je dis aurait aimé être, c'est une fois arrivé en NFL, d'accord? J'ai jamais dit que Bonix était un meilleur QB college football que Winston. Je ne dis pas que Bonix aura une carrière NFL parce qu'on sait à quel point tout dépend de l'endroit où on est drafté, du coaching staff, ainsi de suite. Je dis juste que l'amélioration qu'on a vue chez Bonix depuis 1 an et demi à Oregon, c'est une amélioration qu'on a malheureusement jamais vue chez Jameis Winston, quel que soit le niveau auquel il est joué. D'accord? Et la chose la plus drôle, c'est que je vous jure, j'ai cette pensée qui me traverse l'esprit et le jeu suivant, Bonix fait le pire play, enfin le seul mauvais play du match où il a failli se faire intercepter. Et en fait, dans ma tête, je me dis non, en fait, j'ai rien dit. Mais la chose à se dire, c'est que ça lui arrive qu'une seule fois. Et encore une fois, quel QB ne fait pas une dinguerie par match, tu vois? Mais Bonix, il a réussi à, à passer ce cap. Et le nombre de checkdowns qu'il joue, c'est un truc que regardent beaucoup les franchises NFL. On regarde encore une fois ce prisme de la draft et du niveau suivant, mais être capable de pas forcer la balle downfield, de pas forcer en triple coverage, de pas forcer là où il faut pas, et de savoir aller chercher un check down, c'est aussi ça la maturité. Alors vous dites ouais, il est chiant, il va chercher une swing pour 3 yards. Ouais, mais une swing pour 3 yards, c'est mieux que se faire intercepter. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui doit être mis à son crédit. Et donc voilà. Et c'était Jameis Winston d'ailleurs, pour revenir à lui, qui avait une analogie quand il a pris le flambeau de Drew Brees. Et il a dit ce que j'ai appris de Drew Brees, c'est que j'ai pas besoin d'être Batman à tous les jeux. Et en tant que quarterback, c'est aussi très bien d'être Robin. Et ben malheureusement pour moi, Jameis n'a jamais vraiment appris à faire ça. Et je pense que voilà, c'est le step qui a été capable de passer Bonix, en tout cas au niveau college football. Voilà, c'était ma take. Gus, je sais pas si c'est de l'hérésie totale ou quoi, mais voilà, Ah mais c'est non, ce mais de qui m'a toute façon, traversé l'esprit à ce moment-là. non, je suis d'accord et puis je souhaite le même destin à Bonix que quand même Jameis Winston, qui a fini, champion, champion universitaire. La seule différence, c'est que Bonix serait champion pour sa 5e ou 6e saison, alors que Oui, Jameis Winston l'a été pour son année, true freshman à Florida State. et, et d'ailleurs, la seule défaite de Jameis en college football est à mettre au Ouais, crédit d'Oregon. Oregon. Voilà. Autre, En demi-finale. deux, trois petites choses à noter. Bataille des turnovers, victoire 4-0 pour Oregon. Ils ont vraiment bien joué à ce niveau-là, pris soin du ballon, très bon pass rush, c'est même plus un point noir à ce niveau-là, ce qui était la pire chose que j'ai jamais vue, le pass rush d'Oregon en 2022. On a vu Matayo Yangalele, c'est le petit frère ou le cousin de DJ, si je dis pas de bêtises. C'est le petit Euh, frère et c'est un 5 étoiles. voilà, petit frère 5 étoiles qui a eu alors ça aussi, il a eu son premier sac en carrière. Mais en fait, il y a une faute dessus et Dan Lanning décide d'accepter la faute donc du coup, Matayo Yangalele n'a toujours pas de sac en carrière, donc c'est cool de la part de Lanning. On a vu Birch aussi, le transfert de South Carolina, qui a bien joué. Et au milieu, Popo Omave, qui avait tant manqué la saison dernière après sa blessure au milieu, et Dorlus, qui ont fait un gros taf. Et Ah, ouais. ouais, deux petites choses. Le kicker, Camden Lewis, qui a passé 2 premières saisons catastrophiques. Il a continué à faire ce qu'il fallait et il est devenu, le coaching staff lui fait confiance et ça me fait plaisir parce qu'il a pas manqué il a 3 dernières saisons qui sont remarquables. Et surtout, en fait, c'est la confiance que lui accorde le coaching staff. Et moi, j'y ai pensé en regardant, par exemple, le Louis Tulane, dont on glissera un mot après, avec Lane Kiffin qui décide de taper un field goal de 56 yards à 2 minutes de la fin. Et en fait, on se rend compte du niveau d'un kicker en voyant la confiance que que le head coach a en lui. Et je trouve que Camden Lewis a réussi à atteindre ce niveau avec Oregon et je suis extrêmement content pour lui. Et enfin, je vais finir avec mes références. J'ai eu une PTSD de Tank Bixby sur la fin de match.
pour ceux qui se rappellent de l'Iron Bowl d'il y a quelques années, où Auburn perd le match parce que Tank Bixby sort en touche, au lieu de rester dans le terrain, laisse du temps à Bama et Bama gagne le match. Alors en fait, quand Jeffrey Bassa il intercepte Tyler Shaw à la fin du match, il reste 40 secondes. Oregon est à +1 et en fait, il décide d'aller au pick six. Donc Oregon est un +8, mais il laisse 25 secondes au chrono à Texas Tech pour potentiellement marquer. Et d'ailleurs, Texas Tech a une opportunité de le mériter. Et Dan Lanning, il a dit à la fin du match, quand il est passé en conférence de presse, il a dit, dans ma tête, j'ai vraiment dit get down, get down, get down. Et après, c'est compliqué à un joueur de dire quand t'as tout le terrain qui est ouvert de pas aller au pick six, mais Il faut dire voilà, ça aussi fait aussi pas. que c'était la fin du match, que, Ouais, parce que tu dis à il 25 dit secondes, c'est perso, tu fini, mais vois? non. Le manque de lucidité aussi, tu vois? Je cherche Oui. des circonstances Mm. atténuantes. Après, je pense qu'il y a pas beaucoup de joueurs. En plus, en universitaire, t'es pas pro. Tu t'es à +1, tu piques. Tu te dis, vas-y, c'est fin du match, pas le pick six, ça change rien. Bah, on a failli voir que ça changeait quelque chose. Et pareil, sur le dernier drive, le drive juste avant, t'as Jordan James qui, il a la présence d'esprit d'essayer de tomber par terre, mais en fait, il glisse et son pied touche la ligne de touche avant que ses fesses tombent par terre. Pareil, ça arrête le chrono, ça laisse un temps mort à Texas Tech. Voilà, je t'avoue que dans ma tête, je te jure, la première chose qui a popé, c'est Tank Bixby, on va se faire niquer, tu vois. Au moins, on a eu du Heureusement, c'était, spectacle, tu vois? Le pick six, ouais, ouais, ouais. c'était du spectacle et au final, bon, moi, je te comprends parce que ton cœur de fan, a failli Ah, céder une fois de plus. non, mais Mais entre ça et les Saints ouais. hier soir, on est le 11 septembre, Gus, j'ai déjà refait ma prescription de Xanax cet après-midi. Je pense que la saison va être très, 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 très longue pour moi. Autre victoire d'une équipe de Pac-12, c'est Utah, classé 12e à l'Appy Poll, qui est allé, s'imposer à Baylor et pour le coup, les Utes se sont fait peur. Il y avait, 13-13 encore à quelques, minutes de la fin du match avant que Nate Johnson, le quarterback, remplaçant, réussisse un drive de 88 yards, pardon, pour égaliser. Dans les dernières minutes, interception de la défense d'Utah qui permet d'aller au touchdown. Je rappelle que voilà, Utah faisait toujours sans son quarterback titulaire Cam Rising. Je veux dire que le boulot est fait parce que Utah a battu Florida et Baylor en match hors conférence. C'est des calendriers hors conférence très difficiles et quand tu arrives à battre ces deux équipes, même bien que ces deux équipes soient en dessous de Utah, quand tu arrives à les battre sans ton quarterback titulaire, c'est quelque chose qu'il faut noter. En autre rencontre de la Pac-12, il y a évidemment la très, très, très belle, et ça je suis hyper content, la très belle victoire de Washington State face à Wisconsin, qui était classée, si je dis pas de bêtises, à la AP Poll, à la 19e place. 19e. Euh, alors évidemment, tu as Cameron Ward, ce quarterback qui nous avait habitués en FCS à des stats de malade, mais qui arrivait à Washington State avec sous les ordres de Jack Dickert à comment dire, à se canaliser, tu vois, à pas faire ce jeu de trop, à vouloir toi sauver la patrie. Il avait un petit peu ce syndrome, hein. C'est souvent le syndrome des joueurs en FCS et qui courent dans tous les sens, qui font des stats de malade. Il termine avec 212 yards et 2 touchdowns. Mais moi, ce que je veux surtout dire, c'est que la défense de Washington State a été mais exceptionnelle. Ils, Seulement, ils, ils ont une défense qui est legit, hein. et tu vois, et c'est Washington State, donc il faut quand même le Mm. mentionner parce que c'est une équipe qui nous a pu s'habituer à ces attaques hein, sous voilà, les attaques du regretté Mike Mike Leach. Leach. Euh, Wisconsin a seulement couru pour 90 yards à la course. On parle de Wisconsin. Je veux bien que ce soit Luc Fickell et Mm. Phil Longo et non plus Paul Christ et toute sa clique de la dernière décennie, mais ça reste Wisconsin. Il y a eu un scoop Mm. and score et 2 fumbles recouverts, plus 3 sacs. Ouais, Ça, c'est de la défense. ouais, et puis contre Wisconsin, tu les maintiens à 3,1 yards de par course. La plus grosse course, c'est 17 yards. Alors certes, hein, ça passe 40 fois, ça court 29 fois. Donc comme tu le disais, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué avec Wisconsin. Mais ils ont une défense hein, il y a Sam Lockett qui met 13 plaquages. Les deux que je voulais noter, c'est Brennan Jackson, celui qui fait le scoop and score d'ailleurs. Le DN, le numéro 80, qui est un six-year. Le DN à son opposé, Ron Johnson Jr., celui qui crée le fumble, qui a deux sacs sur le match. Ils ont vraiment des joueurs et puis ils ont un corps de receveur, comme je l'avais dit dans la preview, qui est là, si on regarde les stats, il y a personne. Le max, c'est Lincoln Victor qui a 55 yards. Mais ils ont un jeu qui est intéressant à voir, qui est vachement diversifié. Ils se prennent la balle vraiment partout.
et c'est vachement compliqué à défendre parce que tu peux pas te dire bon on va défendre ça en particulier, enfin lui en particulier, il se prête vraiment la balle et Cameron Ward, même si effectivement c'est plus le chien fou un peu qu'il était en FCS, ça reste quand même un sacré athlète et qui est capable d'aller chercher pas mal de yards à la course. Donc ils ont une J'ai équipe vu. qui est sympathique à jouer quand même. Et cette victoire, il y a pas mal de gens qui se disaient bah, c'était peut-être un coup de chance d'aller gagner à Lincoln, pas à Lincoln, Lincoln c'est Nebraska, Madison. à Madison en 2022. Ils Hmm. gagneront pas à Pullman cette année et je suis content qu'ils aient fait back-to-back parce que C'est quand une tu es une grosse équipe qui est perte, un ça. peu en dessous comme Washington State et que tu prévois Hmm. deux matchs back-to-back contre une Ouais. équipe contre Wisconsin, être capable de faire 2-0, c'est une putain de ligne sur ton palmarès en fait. Et bah, d'ailleurs, les votants de la People l'ont bien compris. Washington State monte à la 23e place, il rentre dans le classement. Et moi, je retiens deux images, déjà trois images, l'envahissement de terrain, Ouais. l'interview de Jack Dickert à la fin qui dit we belong to the Power Five. Mhm. Oui, vous appartenez au Power Five, les gars. Vous voir sur le côté comme ça, mort annoncée, j'allais dire en Mountain West. Voilà, moi, ça me révolte. Et troisième image, à Oregon State, quand le public des Beavers a appris Mhm. la victoire de Washington State, et ben, le public a applaudi. Et Oregon State et Washington State, cette année, sont les deux programmes que tout le monde aime en college football. Ouais, Quand, clairement. C'est quand ces deux impossible de pro... détester une de ces équipes. Et même pour moi, hein, Ouais, vas-y, dis-moi. c'est, mais même pour moi que je suis fan d'Oregon, tu vois, je suis pas mal sur le Ducks Twitter, les trucs comme ça. Et après, effectivement, les fans des Beavers, ils s'en prennent pas mal à Oregon parce que voilà, il y a tout ce qui s'est passé. Et après, tu mets les blâmes là où tu penses qu'ils sont. Ça, je peux le comprendre aussi, tu vois. Mais comme le dit souvent Robin, en fait, c'est déjà compliqué pour nous de détester Oregon State parce que c'est une fac qu'on suit quand même parce que ça reste une fac de l'État. Là, enfin, s'il y a des fans de college football qui n'aiment pas une de ces deux équipes, pour des raisons legit, hein, j'aimerais bien savoir pourquoi. Tu vois, pour moi, à part les fans de Washington qui n'aiment pas Washington State, tu vois, par exemple, j'aimerais bien qu'on m'explique comment tu peux ne pas supporter, ne pas, ne pas cheer pour eux, en fait, cette saison. Et je pense que ces deux équipes feront des grosses audiences. Bon, déjà, la week 4, on en parlera après dans l'actualité, parce que Oregon State affrontera Washington State à 1h du matin, Mhm. une week 4 exceptionnelle. Restez encore dans cet épisode, on va parler de tout ça après. Et pour les rencontres face aux équipes qui partent en Big Ten et en Big 12, voilà, il y a un engouement national derrière ces deux programmes qui sont quand même perchés un petit peu dans le trou du cul de l'Oregon et de l'État Washington. Hein. Pullman, c'est à la frontière avec Ouais, C'est, l'Idaho, c'est ça? Non, si, avec l'Idaho, avec l'Idaho. bah, c'est à la frontière. Il y a quoi? Il y a 10 miles entre Pullman et Moscow. Et quand Moscow, même, qui est la ville où il y a la fac d'Idaho, du coup. et Et même Corvallis, quoi, c'est pas énorme. c'est vrai que Corvallis, c'est pareil, c'est perdu entre Salem et Eugene et c'est comme Pullman, c'est une ville campus, en fait. C'est pas c'est pas Hmm. une, enfin, je vais pas dire c'est pas une ville, mais ouais, c'est un campus, en fait. C'est un campus en pleine campagne. En Pac-12, on passe au prochain match. Colorado a battu à domicile Nebraska. Colorado était classé à la 22e place de l'AP Poll. Victoire 36-14 avec un écart du coup de 22 points alors que les Buffaloes étaient favoris de 2,5 points. Euh, je maintiens ma ligne des derniers épisodes ou même que celle que je tiens sur Twitter. Ça reste très très bien. Il y a beaucoup de raisons de critiquer Nebraska. Je pense que Nebraska était une équipe qui n'était pas au niveau, à commencer par son quarterback Jeff Sims, qui est déjà à 6 Oh, turnovers sur ses deux premiers matchs, 4 interceptions et 2 fumbles, et en plus il s'est blessé. Entorse à la cheville selon Matt Rule. Il n'empêche que voilà, Colorado, en plus c'était si je dis pas de bêtises, il y avait un collège, si c'était le collège Game Day qui non, le était à College Game Colorado. Day était à, non, non, ils étaient à Tuscaloosa. Ah oui, c'était à La fameuse Tuscaloosa. image où il y avait, ils viennent tellement tous les ans qu'il y a plus personne qui va à College Game Day à Tuscaloosa maintenant. Et mais t'as vu les images de drone, il y avait quasiment personne. Ouais, Mais en fait, c'est ça que je dis, l'image d'en haut, t'as personne. le College Football Game Day et le Big Noon Kickoff de Fox iront à Boulder la semaine prochaine pour le match face à Colorado Colorado State. State. Et Bref, tu vois, voilà. c'est ça que je t'ai dit, c'est que pour moi, Colorado va avoir des matchs tellement intéressants cette année avec ce qu'ils montrent.
Et tu vois, quand je te parle de sur, et en fait, et tu vois, et je trouve que ça prouve le point que moi et quelques-uns d'autres du podcast on a à propos de Colorado, c'est que pour moi, il y a une surréaction autour de cette équipe. Je sais que toi et moi, on n'est pas d'accord sur ce sujet. Ah non, non, Mais en je fait, suis ah le ah mais en non, non, fait, pour moi, je suis d'accord. mais en Le constat de la surréaction et surréaction médiatique. je suis d'accord. Ah bah oui, non, mais c'est indiscutable. C'est Après, juste que pour moi, je le au niveau comprends. sportif, c'est autre chose, effectivement, mais au niveau médiatique, je trouve que, après, on sait que c'est l'effet Prime, on s'y attendait, on sait ce qu'il apporte niveau médiatique à ce programme. Et je suis content, hein, encore une fois, ça reste une équipe de Pac-12 qui est au fond du trou et je suis content pour la Pac-12 que Prime puisse mettre la lumière sur cette équipe et la remettre à flot, tu vois. Mais Ouais, là, justement, franchement, moi, je trouve que c'est ça qui est mais, hyper intéressant, c'est que tu hum, trouves pas que les centres d'intérêt, là, cette année, du college football bougent un petit peu avec la SEC qui est moins bonne? On parle de bah, Florida State, on parle de Colorado. Maintenant, on regarde plus la Pac-12 que la SEC. Et d'ailleurs, Stewart Mandel, dans son article là, où il résume la Week 1, disait un truc hyper intéressant, qu'en fait, qu'on pourrait inverser le raisonnement du bénéfice du doute. Tu sais, pour les playoffs, on disait bah, que la ouais, SEC avait le bénéfice du doute, et que là, maintenant, vu le niveau de la Pac-12, et bah, c'est peut-être les équipes de Pac-12 qui pourraient avoir ce bénéfice du doute quand il ouais, faudra faire des choix arbitrés entre une équipe de Pac-12 et de SEC. Et voilà, je trouve que Colorado représente bien ça, même s'ils n'iront pas en playoff selon moi. Enfin, j'en suis quasiment sûr. non, non, non. C'est quand même ouf de dire ça en week 2. Mais voilà, ça a changé en fait les pôles, les endroits où on regarde. Et moi, je trouve ça hyper cool, quoi. Bah, je suis d'accord avec toi. Bah, tu vois, c'est un peu ce que je disais avec Bama en ouverture, comme on a ouvert avec eux. Et je suis content qu'il y ait un peu ce shift dans le college football. Alors, c'est vraiment dommage que ça arrive à la Pac-12 maintenant. Encore une fois, c'est plus ou moins ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Mais je suis content que ça arrive. Et après, concernant les audiences, je me demande si c'est pas aussi un peu des supporters des équipes de Big Ten et de Big 12 qui se disent, on va regarder ce que ça donne, parce qu'il y a pas mal d'équipes, tu te rends compte après, encore une fois, je me dis, Twitter, c'est pas la vraie vie, quoi. Mais quand tu vois certains trucs sur Twitter où tu te rends compte que il y a beaucoup de gens, on va dire, dans le Midwest et sur la côte ouest, sur la côte est, pardon, qui ne connaissent vraiment pas le college football de la côte ouest. Genre, USC, UCLA, les mecs sont pas capables de, enfin bon, Caleb Williams, c'est un mauvais exemple, mais UCLA, personne n'est capable de dire quel est le starting QB de UCLA dans l'Est, tu vois. Il y a des gars, tu leur demandes, ils disent, ouais, bah, c'est UCLA, on s'en fout, tu vois, les matchs, ils sont tard dans la nuit pour eux, et je me demande si, là, il n'y a pas des gens qui regardent la Pac-12 pour se dire, écoute, on va récupérer UCLA, USC, Oregon, Washington, on va commencer à les regarder pour savoir ce qu'on va se taper à partir de 2024-2025, tu vois. Mais après, c'est cool, c'est de la thune qui rentre aussi, hein. Euh, Maintenant, Ouais. sur le côté sportif, Colorado, tu l'as dit, tu as parlé de Jeff Sims. Pour moi, le match se résume à Jeff Sims. D'accord? On va être très honnête. La défense de Nebraska a fait un putain de match. On en parlait pendant le match avec Ryan. Et on a eu un vrai coup de cœur pour cette défense. Mais en fait, tu peux pas demander à la défense de tenir comme ça tout un match. Et franchement, il fait quoi? Il fait 4 fumbles, dont 3 sur des snaps. L'interception qu'il a, elle est pas belle aussi. Je crois que quand Colorado fait le trou, c'est parce qu'il donne la balle back-to-back dans les 25-30 yards et Colorado. Je crois que le premier TD qui marque, c'est le premier jeu après un turnover ou un truc comme ça. C'est ça. Donc, au bout d'un moment, tu peux pas. Après, ouais, si tu regardes la deuxième mi-temps, tu te dis, ah, Nebraska, ils se sont fait rouler dessus. Ouais, mais au bout d'un moment, en fait, ta défense, j'ai pas la team stat sous les yeux pour savoir combien de temps la défense est restée sur le terrain, mais en fait, c'est vraiment démoralisant pour une défense. Même moi qui suis un mec de l'attaque, hein, et pourtant, tu regardes le temps de possession, il joue à 19 secondes près. Pour Colorado, tu dis, ouais, ils ont passé autant de temps sur le terrain, mais non. En fait, la défense, à chaque fois qu'ils rentraient sur le terrain, je vais pas dire qu'ils étaient dans leur camp à chaque fois, mais presque, quoi. Donc, c'est hyper compliqué à gérer. Et après, Colorado, ben, c'est l'un des points que je peux pas leur enlever parce que je leur ai tapé dessus après la victoire contre TCU en disant que c'était pas, que TCU avait une défense qui puait la merde. Là, je dis que Nebraska a une attaque qui pue la merde, mais en fait, quelque chose qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'ils savent en profiter, en fait. Ils sont coachés, ils ont des playmakers, ils savent les utiliser, Mm. ils en profitent. Voilà, t'as Shedeur Sanders qui finit à presque 400 yards. Je crois qu'il a dépassé les 900 yards en 2 matchs. C'est la première fois qu'un QB de Colorado le fait dans l'histoire du programme. Et il y a eu des beaux Oui, quarterbacks à Colorado. oui, et moi ça m'a étonné, tu vois, de voir que c'était le premier à faire ça. Après, on a beaucoup parlé de Hunter
Hunter et je sais plus qui comme receveur en première journée. Et là, tu as Ils en Weaver qui profitent fait 10 catchs, 170 yards. et un touchdown. Donc, et un touchdown. Donc ouais, il y a des playmakers et ça, on peut pas leur enlever, tu vois. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas leur enlever. Ils sont opportunistes, ils sont bien coachés parce que mine de rien, il y a pas tant de Mais moments où ils ont l'air d'être dépassés que ça. ça, on est Donc, unanime, hein. Tu sais, on est unanime sur ça depuis mm, 6 mois, c'est qu'il s'est constitué un super staff et Sean Lewis, le cordeau, offensif qui était le head coach mm. de Penn State, est a fait un boulot remarquable. Ça, c'est Et vrai. rester connecté parce qu'il y a des chances qu'il y ait une palette qui arrive sur l'attaque de Colorado dans pas longtemps. Donc voilà. Après, j'ai peut-être un petit doute sur leur run game. Encore une fois, je pense que TCU et Nebraska sont pas deux bons exemples vu la différence de run defense des deux équipes. Parce que TCU, tu te dis, bah, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait contre TCU parce qu'il n'y avait vraiment rien à TCU. Et tu dis que Nebraska a une très bonne run defense. Donc bon, c'est difficile à juger. Ce sera compliqué aussi de se faire une idée en week 3 parce que bah, ils jouent Colorado State. Et ce sera très clairement pas un match-up intéressant pour pouvoir juger quoi que ce soit. Mais Mais dis-moi voilà, qui joue, mais dis-moi qui eh joue bah, en ils week 4? jouent, ils jouent ceux qui ont forcé la seule défaite de Jameis Winston en college football, Oregon. Mmh. Ils commencent par un vrai test. Oregon, ils ont une bonne défense. Ils l'ont encore montré ce week-end. Ils ont une attaque qui est hyper potente, qui peut jouer au sol et par les airs. Donc, ça va être le premier vrai test pour eux, hein. Après, encore une fois, s'ils battent Oregon, bah, je fermerai ma gueule et mea culpa et vas-y, t'es legit, tu vois. Mais je trouve que, comme je le dis Enfin, souvent, après, tu, tu vois, tu peux, tu peux pas juger sur une saison, tu peux pas juger sur un match. non et Donc, puis, enfin, ce que je veux dire, c'est que, leur début de saison est déjà exceptionnel à 2-0. Ça serait quand même très malvenu de dire que, tu vois, Colorado est une équipe, moyenne parce qu'elle a pas battu Oregon, qui est l'une des meilleures équipes du non, 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 pays. ah non, 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 j'ai On est j'ai- j'ai d'accord, pas hein? dit ça non plus, hein. Oui, À moins qu'Oregon leur mette 60-10, et oui. là, je ferai un victory lap des Mmh. plus, des plus mémorables. Mais je pense vraiment pas qu'on leur mette une telle piquette que ça. Mais non, non, encore une fois, on a pas mal eu cette conversation depuis 2, 3 semaines. Je suis critique de Colorado, encore une fois, pour la surréaction qu'il y a autour et je veux pas qu'on s'enflamme parce qu'ils ont beaucoup de circonstances qui les aident sur les 2 premiers matchs qu'ils ont eus et qui fait que c'est difficile de juger. Donc voilà, j'attends un vrai test. Comme beaucoup de choses, je dis à chaque fois, j'attends un vrai test. Tu vois, Oregon, j'ai rien dit après Portland State parce que ouais, bah t'as mis 81 points, c'est cool quoi, mais tu joues Portland State, donc qu'est-ce que je te dis? Après, le seul truc que tu peux dire, c'est ouais, Mais tu peux dire que ouais, ta team 2 ta team 3 ils ont mis 30 points. Alors que c'est qui que j'ai regardé ce week-end qui a fait, c'est USC par exemple, tu vois. USC, ils ont sorti la team 1 contre Stanford. Il a fallu attendre les 2 dernières minutes pour qu'ils marquent. La deuxième mi-temps de USC est putride quand ils ont fait rentrer les backups. Tu vois. Je vais peut-être pas mettre Stanford et Portland State au même niveau, même si quand tu vois jouer Stanford, tu te poses des questions. Mais voilà, c'est le seul truc que tu peux tirer d'un match d'Oregon Portland State. Là, Colorado, on va falloir attendre le 23 septembre contre Oregon. Et et ma c'est à Eugene. question et ma devinette, à ton avis, Travis Hunter a joué combien de snaps? Et après on passe à la suite. Je crois qu'il en a fait plus que le premier match. Si je dis pas de bêtises, Exact. il était à 126 ou Voilà, 129. 126, bien joué. C'est Il bien était, joué. là, il a joué 126 sur le deuxième match. 126 snaps. Ouais, et je sais que tu poses la question à Guigui à chaque fois, et puisque Guigui l'a fait plus ou moins. Moi, j'attends de voir une équipe qui le challenge vraiment, comme je l'avais dit sur le premier 1-2-6. J'attends de voir une équipe qui va courir sur lui, genre surtout Oregon avec ils ont des tight end bloqueurs, ils ont des fullbacks. Alors, je pense au petit frère Herbert. Ils ont des running backs qui tapent, qui font mal. J'ai envie de voir une équipe qui le challenge des deux côtés du ballon et qui soit en mode tu veux jouer 126 snaps par match, et ben tu vas payer de jouer 126 snaps par match. Après, encore une fois, comme je dis, hein, s'il est capable de le faire, chapeau bas, mea culpa et vas-y, prends ton Iceman. Non, je déconne, peut-être pas trop vite non plus. Mais voilà, Et encore une fois, je tape beaucoup sur les gens, mais je sais aussi reconnaître mes torts si les gens me le prouvent sur le terrain. Et pour l'instant, malheureusement, Colorado, Colorado là, passe on va dire qu'ils l'ont fait à moitié. Colorado passe à la 18e place de AP Poll. On termine avec la Pac-12, on va aller rapidement, comme ça on peut passer à la suite. Arizona qui perd face à Mississippi State en prolongation. Dommage, hein, ils ont rattrapé leur retard, si tu as un mot à dire, très rapidement. Ouais, première chose, je sais pas comment on fait pour être fan de Mississippi State. Se taper 8 matchs à domicile avec les cloches des Ouais, pâturages alpins. Je insupportable. sais pas. Et je suis savoyard. Vraiment, vraiment, j'ai dû couper le son à partir de 30 secondes de résumé du match.
parce que c'est insupportable. Arizona qui est dans le match en sachant que Delora, il prend 3 interceptions en premier quart-temps et des interceptions dégueulasses. Donc voilà, encore une fois, la Pac-12, même le fond du trou de la Pac-12 est capable de faire quelque chose et je suis content, même si c'est contre Mississippi State. Euh, Encore une fois, il faut se dire qu'Arizona, ils sont en reconstruction. Ils sont en train de construire quelque chose. Ils ont perdu ces Singers, si je dis pas de bêtises, qui allaient à USC. Ils ont encore, et qui fait pas du tout un bon ouais, début de saison avec USC. ouais, mais ils ont encore Macmillan, ils ont un transfert de Colorado là, qui a un nom composé, je l'ai perdu, je suis désolé. Oui, ils ont aussi Jacob Cowing de UTEP. Et Jacob Cowing, c'est lui que je cherchais, l'autre du Big Three. Donc il faut qu'ils construisent là-dessus pendant qu'ils les ont encore et ça peut donner quelque chose si Delora il arrête de stare down ses receveurs et de lancer comme ça quoi. Auburn, qui a battu Cal au Memorial Stadium à Berkeley. Heu, voilà, il y a rien d'autre à dire sur la Pac-12. Je pense que Kevin, on va passer sur, l'actualité avec Mel Tucker. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ça me dégoûte. Bah, je t'avoue quoi, je suis pas trop au courant de cette histoire. Je l'ai appris aujourd'hui là. Mais ouais, je pense qu'il va falloir pour l'attendre que ça se développe parce que on a un peu des trucs, comment dire, entre ce que allege là, enfin, putain, j'ai le mot en anglais, je suis désolé. Entre ce que Comme dit la fac de Michigan State et la défense qu'a sorti Mel Tucker, bah, juste avant qu'on commence à enregistrer. Je pense qu'il va moi, je vais falloir le dire. attendre, mais en tout cas, ouais, vas-y, du coup, raconte-moi. Bah, c'est simple. En gros, Mel Tucker est accusé, d'harcèlement, sexuel. En gros, il parlait avec une femme et comme disent les Américains, du phone sex, sexto et cetera, bref, il a fait des choses obscènes. Michigan State était au courant depuis, quelque temps. Il y a eu une enquête évidemment et en gros, là, ce que l'on sait, c'est que Michigan State attend les conclusions de l'enquête pour le virer avec, évidemment, le virer pour faute grave et donc ne pas lui devoir, les, années restantes, les salaires de le salaire de ses années restantes, soit près de 70 millions de dollars. Je rappelle, hein, qu'il a signé un contrat de 95 millions de dollars sur 10 ans en 2021 après la très belle saison où il remporte notamment le Peach Bowl face à Pitt, Pitt qui était sans Kenny Pickett à cette époque si je me rappelle bien. Lui évidemment, il dément mais il y a de très grandes chances qu'il soit viré, vu, l'assurance avec laquelle, voilà, le directeur, athlétique de, Michigan State, dont fait preuve, en fait, le directeur athlétique de Michigan State. Voilà, mais Mel Tucker à Michigan State, on peut le dire, c'est terminé. Je vois pas de retournement de situation et ça va ouvrir un poste très important sur le coaching carousel. Michigan State, il y aura beaucoup d'argent à Michigan State. Ça va vraiment, je pense, se bousculer au portillon pour aller là-bas. Il y a beaucoup de coachs qui peuvent s'y voir et celui qui prend l'intérim, c'est le coach JDB et il sera assisté par Marc D'Antonio. Kevin, si tu te rappelles, hein, l'ancien head coach pendant, pas mal de temps, hein, d'ailleurs, de Michigan State. On va parler de la week 4 et non pas de la week 3 parce que les chaînes télé ont annoncé quel match elles allaient diffuser et à quelle heure. Si je veux vous parler de la week 4, c'est parce que, c'est, d'ores et déjà la meilleure semaine, ce sont les meilleures rencontres de la saison 2023. À 18:00, Florida State Clemson et Oklahoma Cincinnati. 21:30, mouillez-vous la nuque, Colorado Oregon, UCLA Utah et Ole Miss Alabama. 1 heure, Oregon State Washington State et 1h30 du matin, Notre-Dame Ohio State et Iowa Penn State. Hâte d'y être. La week 3 va nous mettre l'eau à la bouche, va nous préparer parfaitement avant de pas dormir là pendant 10 heures. On passe à Ole Miss Tulane. Ole Miss Tulane, Ole Miss Tulane, évidemment, on pouvait s'y attendre parce qu'ils étaient favoris. Les Rebels ont remporté le match, mais ça a été, plutôt compliqué. Et Ole Miss, hein, qui était classé 20e à la People et Tulane 24e. Et moi, la question que je te pose, c'est est-ce qu'il faut retenir la victoire d'Ole Miss ou la résistance de Tulane sans Michael Pratt, son quarterback titulaire? Euh, Moi, j'ai bien aimé ce que Tulane a été capable de faire pendant un certain temps contre le Miss. Euh, Encore une fois, tu le dis sans Pratt, je pense que
c'est pareil dans le One to Six, je sais plus, je sais plus qui avait dit ça, c'était que sans Pratt, ça s'annonçait déjà potentiellement compliqué. Pardon, avec Pratt, c'était déjà un peu compliqué. Là, sans Pratt, avec Kai Horton, qui statistiquement, il est à 15 sur 37, 231 yards, c'est pas fameux, mais je trouve que ça a été correct pour un backup QB. Euh, mais voilà, Ole Miss, ça reste quand même solide. J'étais content quand même de la défense de Tulane au début. Je trouve que Quinshon Jenkins, on nous le vend un peu, enfin, on nous le vend. Non, il a fait une très bonne saison freshman et c'est un running qui est attendu. Ils l'ont bien maintenu. 18 courses, 48 yards, 2,7 yards de moyenne. Mais malheureusement, ils ont plus de mal à défendre la passe. Donc, et ils prennent quoi? Ils prennent un TD défensif aussi, si je dis pas de bêtises. Un scoop and score de Jared Ivey. Donc voilà, Ole Miss était au-dessus et Tulane, on voit. Ils le prennent, hein, sur, dans les dernières secondes, comme Oregon, Texas Tech. Ouais, donc voilà, ça gonfle un peu le score, donc il y a les 17 points à la fin. Mais tu vois, mais comme tu en Mais parlais tout à l'heure, en fait, c'est ce field goal de 50 de combien? 58 yards ou 56 yards? 56 yards à 1,59 de la fin. Moi, je t'avoue que C'est ça qui fait gagner Ole Miss, ouais. le portage de ballonge de Lane Kiffin, parce que du coup, si tu le manques, tu rends la balle à Tulane en sachant qu'à ce moment-là, il y a une possession d'écart, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, parce qu'ils mettent du coup 10 points. Ils menaient de 7 points, c'est ça. Ils menaient de 7 points et tu rends la balle à Tulane avec plus d'une 50. Ils avaient encore un temps mort, un ou deux temps morts à ce moment-là et à peine plus de 50 yards à remonter. Donc voilà, on sait que Lane Kiffin fonctionne beaucoup avec les analytics et visiblement les analytics avaient vu juste sur ce coup-là. On va passer au prochain match de cette, week 2 avec, une rubrique particulière, parce que la météo, aux États-Unis, notamment en Virginie, dans les Carolines, a joué avec nos nerfs. Ce sont les matchs interrompus par la pluie. Alors, on va commencer par le NC State Notre-Dame. Victoire de Notre-Dame 45-24 face au Wolfpack. Un déplacement qui rappelait de très mauvais souvenirs aux fans de Notre-Dame parce que la rencontre en 2016 s'était jouée dans une piscine, littéralement. Brian Kelly avait fait envoyer à DeShone Kizer une vingtaine de plus de 25 passes alors que c'était un ouragan. Après, il avait chié sur son centre en disant que c'était de sa faute si les snaps étaient mauvais alors que le vent était à je sais pas combien de kilomètres heure. C'est un très mauvais souvenir pour les fans de Notre-Dame. Et là, pour le coup, on s'en est très bien sorti puisque voilà, on menait 45-17 à la toute fin, hein. Le dernier touchdown de NC State est dans le garbage time. Euh, Notre-Dame avait sorti 2 blowouts en week 1 et en week 2 face à, Navy et Tennessee State. On attendait un premier test et voilà, ce premier test, face au Wolfpack a été concluant. Sam Hartman 15 sur 24, 4 touchdowns et 0 interception. Audric Estimé 134 yards, en 14 courses pour 2 touchdowns. L'indéfense a intercepté 3 fois Brennan Armstrong qui termine à 22 sur 47, 2 TD, 3 interceptions logiquement. Ça fait partie des très belles victoires, de cette semaine de college football à l'extérieur et voilà, Notre-Dame continue, de bien se préparer en attendant, bon la semaine prochaine, c'est face à Central Michigan, mais en attendant le match de la week 4 face à Ohio State à 1h30. Voilà, ça se prépare doucement mais tranquillement. Moi, je suis content parce que ça montre notre plafond, ça montre là où on peut aller et j'ai des chances de croire à des belles victoires face à de grosses équipes et pourquoi pas à mieux et voilà, c'est pour ça qu'on a fait venir, ce coach à Notre-Dame, c'est pour espérer mieux, c'est pour espérer réaliser des upsets, c'est pour espérer, augmenter encore notre, plafond. On n'a peut-être pas le plancher de Brian Kelly, mais notre plafond est indéfiniment plus haut dans le contexte de Notre-Dame avec un coach comme Marcus Freeman et là, ce début de saison est en train de le confirmer. Purdue Virginia Tech, on va pas parler du match, mais c'était, et je me dirais même de l'histoire, la première rencontre de college football qui a vu s'opposer 2 Français. Je vous avoue que j'ai pas vérifié, mais dans mes souvenirs, c'est le genre de truc dont je me rappellerai. Je j'ai pas de souvenir que 2 Français soient affrontés, sur un terrain universitaire. Jeffrey Mba termine avec 3 plaquages et 0,5 plaquages pour perte, mais aussi un roughing the passer qui a coûté voilà, qui était pas loin du targeting et qui a coûté des yards aux Boilermakers qui ont, encaissé un
touchdowns ensuite et Wilfried Penney a réalisé 2 plaquages. J'en profite sur les Français, parce que Axel Lebvro, notre kicker qu'on avait interviewé il y a quelques années, qui est aujourd'hui dans sa saison junior à Furman en FCS, a passé 2 conversions face à South Carolina, heu, un stade qui était rempli. Voilà, il était aussi, ça faut noter la ferveur des Gamecocks, même face à des équipes de FCS. Voilà, nos Français ont plutôt été bons cette semaine en NCAA. En revanche, si on peut dire que nos Français ont été bons, ça n'a pas été le cas de 3 équipes FBS qui ont subi un upset face à des équipes FCS, à commencer par Nevada, qui a mangé à domicile un blowout face à Idaho, 33-6. C'est beaucoup, hein. De prendre 33-6 par une équipe FCS, surtout Idaho, voilà, je l'aurais mauvaise si j'étais fan de Nevada. À noter que le Français Yohan Kinanga, qui s'occupe, qui est kick-off spécialiste, a joué. Fordham a battu Buffalo 40-37 et Southern Illinois a battu, Northern Illinois 14-11 et on va commencer à faire, Kevin, le circle of fuck, c'est comme ça qu'on dit? Hem, Si Southern Illinois bat Northern Illinois, qui Ah a ouais, battu en week 1 Boston College, ça veut dire que Southern Illinois est meilleur que Boston College. Et on va, d'ailleurs, on va, on va finir avec des équipes de Div 2 qui sont meilleures que Bama, on va voir flou par contre, hein. bah oui, parce que tu as forcément Southern Illinois qui va perdre face à une équipe de D2 cette saison. Voilà, ça j'adore quand il y a ces cercles qui se font. Et d'ailleurs, on parle de Boston College, ça a gagné face à Holy Cross 31-28. Leurs 2 premiers matchs face à des équipes plutôt moyennes et une défaite et une fois on frôle la défaite. Ça risque d'être une saison encore très, très, très compliquée pour, j'allais dire les Salukis. Non, les Salukis, c'est Southern Illinois, pour Boston College. On va passer aux autres rencontres qui nous ont intéressés. Kevin, est-ce que tu en as une, toi, qui t'intéresse particulièrement? Hem, Par exemple? Non, 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 on a tout. Ouais, tu me disais? Bah, moi, je pense déjà à Houston-Rice. Rice, qui bat Houston 43-41 en double overtime. Il remporte donc le Bayou Bucket pour la première fois depuis 2010. JT Daniels, qui en est à sa 4e fac, alors il a fait quoi, JT Daniels? USC, Georgia, Ouais, West West Virginia. Virginia. A Hmm. fait un excellent match à 401 yards et 3 touchdowns. Et c'est la première victoire de Rice depuis 2013 face à une équipe du Power 5. Donc c'est quelque chose qui était à noter. Tu as Kansas State qui est dans l'indifférence générale, a battu Troy sur le score de 42-13. Vous allez me dire c'est Troy. Mais Troy en 2022, bah, c'est le champion de Sunbelt tout simplement, avec une saison à 12 victoires et 2 défaites. Et j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi on a pas plus parler de, voilà, de cette victoire, surtout que Kansas State n'a pas bougé à les people. Moi, ça me dérange un petit peu parce que, voilà, si, bon, Kansas State affrontera Missouri, la semaine prochaine, si tu fais pas, monter une équipe comme ça, ce qui est surtout, vainqueur sortant de Big 12, en battant une très belle équipe de Troy et bah, comment tu fais monter Kansas State, quoi? Faut attendre, en fait, l'exploit face à Texas pour qu'ils montent de 2-3 places? Moi, je trouve ça assez injuste. Après, vous connaissez, c'est ma défense des petits programmes et encore petit programme Kansas State et comme je vous l'ai dit, le vainqueur sortant de la Big 12, il mérite plus d'intérêt de notre part. Iowa a remporté le Cy Trophy dans l'El Asico face à Iowa State, match auquel Donald Trump a assisté. Je pense que ce sont les seules images que vous avez vues du match parce que le match était nul à chier. Euh, Ah, chose moi, par contre, j'ai ma deuxième take très importante de cette semaine, c'est je pense, ça ne dépend que de moi, que JJ McCarthy, non, c'est Cade McNamara qui est à Iowa maintenant. Oui, Si c'est je dis pas de Cade bêtises. McNamara. Ouais, je pense que Cade McNamara est un upgrade par rapport à Spencer Petras. C'est que mon avis. C'est Spencer bold, Petras, c'est bon. qui était mon MVP, je pense, 2 semaines sur 3 l'année dernière. Voilà, très honnêtement, je pense que c'est ce qui leur manquait pour. On voit qu'il y a une différence au niveau du QB play. C'est pas non plus phénoménal toujours leur offense, Mmh. mais au moins au niveau du QB, il y a quand même du mieux. Bah, d'ailleurs, Iowa a toujours inscrit moins de 25 points, que, ceux demandés contractuellement par Kirk Ferentz à son fils Brian Ferentz, sans lesquels il sera viré.
Ça veut dire que voilà, Iowa doit inscrire 25,6 points de moyenne sur les prochaines rencontres pour que Brian Ferentz garde son poste. UCF a battu Boise State sur un walk-off field goal de Colton Boomer qui en avait inscrit 4 sur le match. Ça met fin à une série de 129 victoires à domicile après avoir mené à la fin du troisième quart-temps pour Boise State. 129 victoires euh, en année, ça représente quoi? Ça représente 30 ans de college football, c'est énorme, 40 ans. Et Boise State est à 0 victoire et 2 défaites. D'ailleurs, comme Texas Tech face à Oregon, hein, c'était la première fois que Texas Tech commençait la saison en 0-2 depuis 1990. Et là, c'est la première fois depuis 2005 que Boise State est en 0-2. Après, il faut le relativiser évidemment parce que le premier match était face à Washington, à Seattle, et le deuxième face à UCF qui semble être une bonne équipe cette année. En revanche, blessure de John Rhys Plumlee qui sera absent quelques matchs selon Gus Malzahn. On va voir comment ça se passe pour les Golden Knights parce que voilà, ça pourrait poser quelques problèmes, surtout que le calendrier de Big 12 commence dès la semaine prochaine pour UCF. Dernier match avant de passer au MVP, Kevin. North Carolina Appalachian State. Un match super, en fait, comme celui de l'an dernier. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, encore une fois, qui s'était terminé à 63-61. Là, c'est North Carolina qui remporte la rencontre. North Carolina qui était classé 17e à l'IPPOL, qui remporte le match 40-34. Le truc sur ce match qui a été impressionnant, enfin, qui, qui a posé problème, on va dire, c'est que je crois que c'était bien North Carolina a eu 2 field goals à la fin. Bon, le premier n'est deux field goals pour remporter la partie. Le premier n'est pas passé, mais le kicker des Tar Heels avait dû recommencer parce que forcément le coach de Appalachian State a appelé un temps mort. Voilà, comme ça se fait tout le temps. Et il a aussi raté le deuxième, ce qui a envoyé le match en prolongation. En prolongation, c'est Omarion Hampton, le running back, qui a délivré voilà, les Tar Heels avant que Drake May marque aussi un touchdown à la course de 13 yards pour porter le score à 34. Drake May qui n'a pas lancé de touchdown, qui fait un début de saison très compliqué sur le plan statistique, ce qui n'est pas le cas d'Omarion Hampton. Omarion Hampton, 234 yards et 3 touchdowns en 26 portées. Ça me donne l'occasion de parler de nos MVP de la semaine. Et tiens, pour moi, mon MVP, c'est Omarion Hampton. Je répète les statistiques, 26 portées, 234 yards et 3 touchdowns. Kevin, quel est toi ton MVP? Alors, je vais être très honnête avec toi, Gus, tu me fais chier parce que j'avais choisi Omarion Hampton. Ah Euh, merde. non, non, t'inquiète pas. On va dire que statistiquement, c'est quand même dur de passer à côté de sa performance. Après, ouais, j'allais dire Michael Penix, mais on va peut-être pas pousser le bouchon un peu plus loin que ça. Tyler Van Dyke, Ouais, Tyler Van Dyke, oui, 374 yards, ouais, 5 si, tiens, touchdowns. du coup, ouais, Van Dyke. Pareil, ça aussi, jamais été un grand fan de Van Dyke, encore moins de Miami. Mais voilà, bah, victoire contre Tamu. Il a un pourcentage qui est pas mal. Il finit à 21 sur 30, 374 yards, 5 TD, surtout les 0 interceptions. Il a le meilleur QB rating. Il y a quoi? Il y a que Spencer Rattler qui a un meilleur QB rating que lui, parce qu'il finit quand même à 25 sur 27. Mais bon, Rattler a joué Furman, donc c'est compliqué de juger de la même manière. Donc ouais, je vais dire Tyler Van Dyke. Et en défense, s'il faut en choisir un, allez, moi je choisis la défense de Washington State. Tu es d'accord avec moi? Et on termine là-dessus? Ouais, ça peut. Oui, je t'avoue que j'ai pas trop de joueurs individuels, donc ouais, on va dire ça comme ça. Ça me convient. Et ben voilà, merci à tous de nous avoir suivis pour le débrief de la Week 2 de College Football. On se donne rendez-vous samedi pour le 1-2-6 et évidemment mardi prochain pour le résumé de la Week 3 de College Football. Merci Kevin d'avoir été avec moi et merci à tous Merci, d'avoir Gus. écouté. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.